Bonjour tout le monde, je voudrais commencer cette petite intervention par un petit mot de remerciement et d'excuses. D'abord de remerciement aux organisateurs, organisatrices du colloque de m'avoir invité, donné la parole, notamment à Brigitte Lepez qui a beaucoup fait pour que je puisse participer. Et puis un petit mot d'excuse parce que des erreurs d'agenda, de départ, etc. ont fait que finalement, quelques mois plus tard, on se retrouve avec mon impossibilité d'être avec vous directement, ce que je regrette beaucoup. Mais grâce aux merveilles de la technologie, d'une certaine façon, je vais quand même pouvoir essayer de participer un peu à vos travaux. Alors, le thème de ce colloque, les cultures dans la formation aux langues, a suscité dans nos échanges avec les organisatrices du colloque l'idée que je fasse une intervention sur ce que l'intégration d'une approche, que pour faire court on va appeler approche interculturelle, peut apporter à la réflexion sur l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des compétences linguistiques. Je vais faire un exposé en 3 points. Le premier, je vais essayer de clarifier quelques définitions pour que, à travers des termes trop banals et trop circulants, je dise un peu plus précisément ce dont je parle et qu'on se comprenne le mieux possible. Ces 3 termes, ça va être culture, interculturelle et langue. C'est d'une grande banalité, mais justement, c'est là que se posent tous les problèmes. Le deuxième point, je vais essayer de dire ce que, de mon point de vue, nous apprend l'analyse des phénomènes interculturels à propos des phénomènes d'apprentissage linguistique. Et le troisième et dernier point consistera à montrer en quoi il y a une cohérence possible entre l'approche interculturelle et le développement de compétences qu'on appelle plurilingues, mais que du coup je préférerais qu'on appelle interlinguistiques, avec comme conclusion justement la réponse à la question que je pose au départ, et si l'approche interculturelle changeait tout dans l'enseignement-apprentissage des langues, en tout cas, à défaut de réussir à tout changer, peut-être quelques pistes à la fin sur qu'est-ce que ça change et comment est-ce qu'on peut s'en emparer pour changer un peu des choses qu'on pense pouvoir peut-être améliorer ou en tout cas transformer. Alors le premier point, quelques définitions. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de culture? C'est une bouteille à l'encre et un grand classique, mais je crois qu'il faut que chacun dise clairement ce qu'il entend par ce terme parce qu'il est d'usage ordinaire et qu'il peut être chargé de toutes sortes de significations éventuellement contradictoires. Donc, quand j'emploie le terme et quand je vais l'employer ici maintenant avec vous, je le définis de la façon suivante. Pour moi, une culture, c'est un système sémiotique qui sert à interpréter le monde, à interpréter les comportements des autres acteurs sociaux et donc du coup à organiser ses propres comportements pour qu'ils cherchent à susciter les significations qu'on souhaite. Donc l'idée c'est que c'est bien une grille interprétative, une culture, et pas un ensemble de données ou un ensemble de phénomènes. Et donc c'est bien l'idée que les aspects culturels sont des aspects qui relèvent de la construction des significations. Et c'est en ce sens, je crois que c'est le plus intéressant de l'utiliser quand on y accole le préfixe inter et qu'on parle d'interculturel ou d'interculturalité, mais c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'il a tendance à réifier la question, à en faire un objet. Et je ne crois pas qu'il y ait d'objet interculturel, je crois qu'il y a des phénomènes ou des relations interculturelles qui sont des processus, des dynamiques. Et donc, il vaut mieux parler d'approche interculturelle ou de relations interculturelles que d'interculturalité. Alors, quand on accole inter à culturel et que ça donne interculturel, de quoi est-ce qu'on parle? Là-dessus, je crois qu'il y a aussi beaucoup de définitions, sinon divergentes, en tout cas différentes, et je crois qu'il est bon de clarifier un peu les choses. Dans un livre que j'ai publié avec Daniel Coste il y a quelques années, en 2010, on a rédigé un texte dans lequel on essayait de faire le point sur les évolutions de la notion et on a essayé de montrer comment cette notion s'est affadie, comment elle a perdu de sa force, comment elle a été réduite aussi
à quelque chose finalement d'un peu angélique et d'un peu, comment dire, un peu gnangnan, quoi. L'interculturel, ben, c'est quand voilà, on est différent mais on est tous frères et tout va bien. Or, je pense comme d'autres que la question interculturelle est beaucoup plus radicale que ça, radicale au sens, elle touche à la racine de problèmes et de questions, elle est beaucoup plus radicale que ça parce qu'elle touche finalement à notre capacité à la relation, à l'altérité. Et donc l'idée c'est que toute relation altéritaire est une relation de type interculturel, y compris les relations à l'altérité qui sont, on va dire, de type que d'un certain point de vue on peut juger négatif, en tout cas qui sont des relations en tension, des relations de rejet, des relations d'exclusion, des relations de conflit, qui sont une dimension des relations interculturelles et qu'on a trop vite passé sous silence, alors que c'est justement là que se posent les problèmes sur lesquels il est important de travailler. Finalement, quand tout se passe bien, il reste à s'entendre sur ce qu'on appelle bien, mais mettons, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème à régler, donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est surtout quand il y a des problèmes qu'il faut réfléchir à trouver des solutions, y compris des solutions éducatives. Et donc l'idée, c'est bien de restituer la question interculturelle dans une question plus vaste de relations altéritaires, de relations humaines, de relations entre des personnes, et de ne pas réduire ça à justement cette vision un peu simpliste et un peu trop simplement positive. Bon, je suis loin d'être le seul à avoir essayé de ramener l'interculturel dans ce champ-là. On se rappelle d'un livre récent dirigé par Fred Dervin qui s'intitule Imposture interculturelle, qui est un excellent ouvrage qui montre bien à quel point souvent on prétend faire de l'interculturel et finalement on ne va pas justement au cœur des problèmes. On a plutôt tendance à les éviter ou à les simplifier qu'à les traiter. Et puis rappelez-vous aussi l'apostrophe de François de Morgon au bout de quelques années de diffusion du terme, à partir de quoi il avait proposé qu'on parle non plus d'interculturel mais d'interculturation, parce qu'il voulait justement insister sur le processus de relation dans toute sa complexité, y compris dans ses difficultés. D'ailleurs, dans l'ouvrage dont je vous parle, que nous avons piloté avec Daniel Coste et dont nous avons écrit le chapitre introductif, nous avons proposé, l'idée vient de Daniel Coste d'ailleurs, mais je l'ai tout de suite adopté, nous avons proposé de parler d'un processus d'alterculturation pour insister sur la question de l'altérité dans la relation, avec l'idée que inter, ça parle de rencontres et de croisements, c'est fortement lié à la notion d'interaction qui est centrale dans les relations interculturelles. Je crois qu'il n'y a pas d'interculturel sans interaction, mais on voulait ajouter à ça la dimension forte pour nous de rencontre de l'altérité, de rencontre de l'autre, comme on dit. Donc voilà, pour moi l'interculturel, c'est ce processus de rencontre de personnes qui sont porteuses et qui activent des grilles culturelles d'interprétation des comportements des uns des autres et du monde autour qui sont en partie différentes, avec toutes les difficultés mais aussi toutes les ressources que ça peut proposer, le fait que nous soyons porteurs de grilles différentes et que nous fassions fonctionner des grilles différentes les uns et les autres. Et puis le troisième terme que je voulais développer un petit peu, c'est le terme langue, malgré tout. Mon point de vue est celui d'un sociolinguiste, et donc pour moi les langues se définissent avant tout comme étant des pratiques sociales, des pratiques qui servent à créer de la relation entre les humains et à agir entre humains, et je les observe du point de vue de ces pratiques sociales qui incluent évidemment la question des représentations sociales, ou plus précisément sociolinguistique, mais il ne s'agit pas avant tout pour moi, et je crois que c'est bon de le dire parce que ça peut changer un peu la compréhension de la suite de mon propos, les langues ne sont pas avant tout pour moi des systèmes linguistiques, les langues sont avant tout pour moi des pratiques linguistiques que les humains catégorisent en langue. Alors les humains ordinaires les catégorisent en langue sociale, en langue sociopolitique, et ces humains un peu particuliers que sont les linguistes, et plus précisément ceux que j'appelle les structurolinguistes, en tirent des parties de langue dont ils analysent un certain nombre de fonctionnements récurrents sous la forme de quelque chose qui peut par exemple être des unités linguistiques, phonèmes, morphèmes, etc., etc.
Donc l'idée que ce sont des pratiques sociales est une idée fondamentale parce que ça veut dire que ce qui va m'intéresser dans l'enseignement-apprentissage des langues et dans la relation entre cette question et l'approche interculturelle, c'est la mise en œuvre de ces relations sociales, la capacité à relationner avec d'autres, aussi bien pour des raisons linguistiques et avec des ressources linguistiques que pour des raisons et avec des ressources de type culturel. Alors, deuxième point, donc maintenant, que nous apprend l'analyse des phénomènes interculturels sur les phénomènes d'apprentissage linguistique? L'observation fine depuis maintenant plus de 30 ans des relations interculturelles envisagées en tant que telles comme phénomène observé par la recherche a montré un élément important, un premier élément important, c'est les interactions, le fait que la question ne peut pas se poser ou devrait pas se poser, en tout cas c'est un point de vue et j'y adhère, d'une façon abstraite. L'idée c'est qu'il y a de l'interculturel que quand il y a interaction entre des personnes, entre des acteurs sociaux dans un contexte concret, social, culturel, économique, politique, etc. Et que cette relation est marquée par une altérité perçue comme étant suffisamment importante pour envisager qu'elles doivent être prises en compte. Je dis bien une altérité perçue parce qu'il y a toujours altérité quand il y a relation entre des personnes, ce qui élargit d'ailleurs le spectre de ce que peut nous apporter une analyse interculturelle. Finalement, c'est une analyse de notre relation à l'altérité. Mais il y a des cas où on perçoit davantage l'altérité et où on est donc plus attentif, où on pense qu'on devrait être plus attentif à la prise en compte de cette altérité culturelle notamment, mais évidemment aussi linguistique. Et ces cas-là sont toujours des cas manifestés dans des interactions. Et je pense qu'il y a une conséquence didactique intéressante, ça veut dire que si on veut développer des capacités ou des aptitudes à la relation interculturelle, il faut les travailler en situation et il faut travailler en interaction. Il n'y a pas d'enseignement et d'apprentissage de cette question qui puisse être simplement de type abstrait, notionnel. Et je voudrais bien insister là-dessus, il ne s'agit pas pour faciliter ou accompagner les relations interculturelles d'engranger des informations culturelles. Il ne s'agit pas de stocker des données. Quelques informations peuvent faciliter un certain nombre de choses, mais dans l'essentiel, et je vais y revenir juste après, il s'agit de doter les apprenants d'outils qui vont leur permettre de réguler les relations quand il y a prise de conscience que l'altérité éventuellement crée des problèmes interprétatifs du comportement verbal ou non verbal des uns et des autres en situation. Le deuxième point que nous apporte l'analyse des phénomènes interculturels, c'est l'analyse du changement et l'analyse de la résistance au changement. Alors il n'y a pas que là qu'on a étudié ça, bien sûr, hein. Ça a été beaucoup travaillé en psychologie sociale, mais l'observation des relations interculturelles a montré à quel point l'apprentissage notamment d'une autre langue, d'une nouvelle langue, est quelque chose qui engage la personne dans sa totalité. Et donc c'est un changement important qui se produit chez la personne, qui doit donc se dérouler avec un certain nombre de précautions. Ça prend du temps, il y a des moments de difficulté, des moments d'arrêt, des moments de blocage, c'est des moments de tension dont je parlais juste avant, qu'il est important de prendre en compte quand on analyse les questions interculturelles. Et cette analyse de la question du changement est importante parce que dans l'enseignement-apprentissage des langues, une alternative qui a longtemps existé, qui je crois existe toujours, consiste à penser que les langues sont des outils qui seraient extérieurs à la personne, extérieurs à l'humain, des outillages, des codes, comme peuvent l'être d'autres codes inventés ou d'autres outils, instruments inventés par les humains. Et donc finalement, apprendre une langue, ça serait apprendre à utiliser un nouvel outil. Je pense que ce n'est pas ça le fond du problème. Apprendre une langue et donc apprendre les relations avec des gens qui, à travers d'autres langues, ont d'autres grilles culturelles interprétatives, c'est se transformer en profondeur parce que c'est la totalité de l'être au monde qui est concernée dans le développement de nouvelles relations à travers de nouvelles ressources linguistiques et culturelles. Et donc ce changement est un changement beaucoup plus radical, beaucoup plus important, beaucoup plus difficile, mais en même temps beaucoup plus ambitieux, et donc au total beaucoup plus humain, beaucoup plus social que simplement s'approprier un nouvel outil. Évidemment, ça provoque des résistances au changement. Il y a aussi des travaux qui ont étudié la résistance au changement
interculturel, y compris au changement linguistique, avec toutes sortes de modélisations, notamment de la progression possible, avec des progressions en boucle, la nécessité de ménager des paliers, etc., qui font qu'on ne peut pas provoquer un changement interculturel et interlinguistique à marche forcée. Et je crois que là, il y a aussi des pistes didactiques et pédagogiques intéressantes, y compris accepter les retours en arrière, hein, le fait que ce ne soit pas une progression continue, parce qu'il y a des moments où le changement est trop important, il est trop insécurisant, on n'en peut plus, il faut s'arrêter, revenir sur des références et des bases peut-être un peu plus sûres, parce que plus connues, avant de poursuivre la transformation. Et puis, troisième et dernier point pour l'instant, en tout cas, dans le temps qui m'est imparti, de ce que nous apprennent les analyses des phénomènes interculturels, c'est la question de l'inter et notamment la mise en place à travers l'inter de ce qu'on thématise souvent en parlant de métissage. C'est-à-dire tout ce travail qui a été fait qui montre que quand les rencontres interculturelles deviennent des relations, quand les interactions sont suivies, qu'une relation humaine s'instaure entre des personnes, dans des groupes humains, dans des communautés, les relations altéritaires provoquent des transformations chez les uns et chez les autres, ces fameux changements dont on vient de parler, et que ces transformations créent un système intermédiaire, un système culturel, mais aussi des pratiques linguistiques intermédiaires qui empruntent à chacune des deux grilles culturelles et à chacun des deux ensembles de ressources linguistiques, et donc qui font émerger des formes innovantes, des formes linguistiques et culturelles innovantes qui associent au départ seulement juxtaposent, parfois avec un peu de difficulté, puis ensuite associent, tissent ensemble, plus que métisser, c'est tisser ensemble des ressources linguistiques et culturelles différentes pour fabriquer quelque chose de neuf. Et cet élément est important parce qu'il nous permet de comprendre aussi ce qui se passe dans l'apprentissage de langues nouvelles et finalement dans la mise en place de cette fameuse compétence plurilingue. C'est le tissage de ressources linguistiques différentes qui aboutissent forcément à une ressource linguistique nouvelle, mais qui est tissée avec des fils précédemment installés dans le répertoire verbal et donc qui ne peut pas ni être le basculement total dans l'assimilation à la langue cible, ni être exempte de traces, de marques d'usage des ressources que constituent les autres langues qui sont sur le répertoire verbal entier de la personne, des personnes en général. Mon troisième point maintenant, en quoi est-ce qu'on peut considérer que cette approche interculturelle, ces analyses et cette conceptualisation peuvent entrer en cohérence avec la question du développement des compétences plurilingues, et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour envisager autrement, pour envisager que ça puisse faire changer un certain nombre de pratiques d'enseignement-apprentissage des langues. Alors, la première chose que je voudrais rappeler là-dessus, c'est que la cohérence en question, elle a été affirmée, montrée, mais fortement affirmée par notamment le fameux cadre européen commun de référence pour les langues, que tout le monde connaît quasiment par cœur, avec cette définition qui est au cœur et au point de départ de ce cadre européen, qui avait été élaboré et publié dans un ouvrage précédent, la fameuse définition de Coste, Moore et Zarat de la compétence plurilingue et pluriculturelle, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pense généralement. On a un peu tendance, je crois, à retenir simplement l'idée que la compétence en question, c'est une compétence qui permet des passages entre les différentes langues qui sont présentes dans un répertoire verbal ou un répertoire linguistique. On l'appelle comme on veut pour l'instant. Je pense qu'on n'a pas beaucoup creusé la deuxième partie de la définition et ses conséquences assez radicales finalement, qui consistent à justement mettre l'accent sur les innovations et sur les tissages, puisque l'idée c'est bien que la compétence est une, et donc que l'ensemble des ressources linguistiques sont travaillées ensemble par l'apprenant et par l'acteur social, sont utilisées ensemble par l'acteur social. Et donc, il y a bien quelque part l'idée de ce tissage de langue et l'idée qu'une compétence plurilingue observée chez des plurilingues dans des sociétés plurilingues, ça consiste à utiliser simultanément, soit en les alternant, soit en les
les mélangeant, mais le terme peut paraître un peu négatif, en les tissant, en les fusionnant, plusieurs ressources linguistiques pour se fabriquer une ressource linguistique nouvelle et adaptée à chaque situation. Donc il y a bien une cohérence, elle est affirmée et elle va sans doute beaucoup plus loin que ce qu'on pense parce que souvent on prend la notion de compétences plurilingues et pluriculturelles finalement d'une façon minimale sans lui donner toute sa profondeur et toute son ampleur. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle s'appelle plurilingue et pluriculturelle. Quelques années plus tard, en discutant avec quelques-uns de ceux qui l'ont conçu, y compris dans le fameux texte que j'ai signé avec Daniel Coste, puisqu'il est l'un des auteurs de cette notion, lui-même a écrit que finalement ils auraient dû l'appeler compétences plurilingues et interculturelle et non pas pluriculturelle parce qu'il s'agit bien d'intégrer le croisement interculturel dont on a parlé tout à l'heure et pas la juxtaposition de données culturelles. Finalement, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est qu'on parle de compétences interculturelles et interlinguistiques, parce que la compétence plurilingue, ça peut laisser penser qu'on reste dans une vision finalement de juxtaposition de monolinguisme, donc une vision où on voudrait que les langues restent étanches les unes aux autres et que les biplurilingues soient simplement des biplurimonolingues, vous voyez ce que je veux dire, hein, alors qu'en disant interlinguistique, on insisterait bien sur la question de l'interaction, la question de l'altérité, la question du changement, exactement telle qu'elle est envisagée dans une approche interculturelle. La cohérence, c'est aussi que la finalité de l'enseignement-apprentissage des langues et des cultures, dans une approche aussi bien interculturelle que véritablement plurilingue, c'est-à-dire interlinguistique, cette finalité, elle est avant tout relationnelle. Le but, c'est que les gens aient des ressources, des moyens qui leur permettent d'entrer en relation avec d'autres personnes et que ces relations leur permettent d'agir avec ces autres personnes. C'est finalement ce qui est en partie dit dans la notion d'approche actionnelle dans le cadre européen commun de référence. Et cette finalité relationnelle et actionnelle, si elle devient la priorité absolue, elle change pas mal les choses. Je crois que ça peut nous permettre de changer les choses grâce justement à l'idée que l'essentiel des apprentissages interculturels qu'on peut réaliser, c'est des apprentissages qui vont faciliter notre relation aux autres, et qu'à partir du moment où la relation aux autres, en tout cas à certains autres, dans certaines situations, fonctionne d'une façon satisfaisante pour les acteurs impliqués dans l'interaction, à partir de ce moment-là, c'est bon, l'évaluation est positive, puisque l'évaluation est aussi un thème de ce colloque. Et donc, il s'agirait non pas tant de mettre l'accent sur les moyens que sur les résultats. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change par exemple que on va mettre l'accent sur le métalinguistique ou le métacommunicatif plutôt que sur les moyens linguistiques, communicatifs ou culturels en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Je veux dire que finalement, de quoi ont besoin les apprenants? Ils ont besoin qu'on les dote d'outils qui vont leur permettre de conscientiser, de réguler la relation à l'autre quand ils vont percevoir quand le risque d'un malentendu, le risque d'une tension, ou à l'inverse, quand ils vont avoir l'impression que tout se passe trop bien et que probablement on croit qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas vraiment. En tout cas, pas tel qu'on pense l'un l'autre construire une signification commune. Donc l'idée, c'est bien qu'on va leur donner des outils de régulation, des outils métacommunicatifs, des outils métalinguistiques ou métaculturels, de façon prioritaire, et que finalement, une fois que les gens sont dotés de ces outils et de quelques bases en termes de ressources linguistiques, ils sauront gérer la relation à l'autre, la réguler, et que ça sera des lieux de développement et d'apprentissage continu des ressources linguistiques et culturelles en question. Donc on va mettre l'accent sur le méta plus que sur les outils eux-mêmes, et de fait, du coup, on ne les pose plus en termes d'outils, on les pose en termes de ressources. Une autre conséquence, un autre changement possible de l'approche interculturelle, ça va être évidemment l'intégration de l'inter. Et donc l'intégration de l'interculturel et de l'interlinguistique, ce qui veut dire le développement de pratiques métissées, linguistiquement métissées,
parce que c'est une phase obligatoire de l'apprentissage, mais un développement qui va être favorisé. C'est-à-dire dans ce cas-là, on ne considère plus que quand les personnes passent d'une langue à une autre, le passage est un moment soit à éviter totalement, soit qui ne peut être que provisoire, mais on pense que c'est ce passage lui-même qui est l'objectif de l'enseignement-apprentissage. Et donc on n'est plus du tout dans l'idée du double monolinguisme, s'il y a deux langues engagées, on est dans l'idée de la construction effective d'une compétence intégrée, d'une compétence interlinguistique et interculturelle intégrée, où ce qui compte, c'est que dans la relation, les significations qu'on a à produire et le type de relation, y compris dans ses connotations sociales, etc., évidemment, je n'oublie pas ces aspects-là, ce qui compte, c'est que ça marche. Le principal, c'est que l'interaction fonctionne et qu'on arrive à produire ensemble des significations suffisamment partagées et qu'on arrive à poser les actes de langage et d'autres actions sociales qu'on avait pour intention de poser ensemble. Alors ça a une autre conséquence évidemment, et là on touche à des questions un peu sensibles et qui font que peut-être le changement en question est lui aussi difficile, il va y avoir de la résistance au changement là aussi, c'est que ça veut dire que dans une approche interculturelle et interlinguistique parce qu'interculturelle de l'enseignement-apprentissage des langues et des cultures, on va abandonner un certain nombre de références et de modèles anciens, comme par exemple le fameux modèle du monolingue natif qui serait l'étalon en référence auquel on mesurerait la qualité des apprentissages. Évidemment, il ne s'agit plus de poser le monolingue natif comme étant un modèle, mais d'une part de considérer que c'est sans doute quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, parce que personne n'est natif d'aucune langue, ça n'existe pas, et par ailleurs personne n'est vraiment monolingue, tout le monde est plus ou moins plurilingue, en tout cas l'immense majorité des humains, et donc l'idée c'est qu'il s'agirait bien de poser comme objectif du développement de compétences, je vais garder ma terminologie interculturelle et interlinguistique, que ça poserait comme référence les pratiques plurilingues observées chez des plurilingues dans des sociétés plurilingues. Et du coup, il ne s'agirait plus de s'assimiler au modèle du monolingue natif, de faire comme si on était un monolingue natif, tout ça avec des guillemets, parce que je ne crois pas que ça existe vraiment, mais au contraire d'assumer en toute sécurité des usages de formes linguistiques et de formes culturelles intermédiaires, métissées, mais qui permettent, dans les situations sociales, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres de ces situations, de poser les actes de langage et les actes de relations sociales qu'on a besoin de poser. Ça voudrait dire qu'on est dans une vraie démarche interculturelle qui intégrerait une altérité non discriminée. Et là, ce n'est pas évident du tout d'accepter l'idée que quelqu'un qui vient, par exemple, apprendre le français, puisque c'est cette langue notamment qui nous réunit ici, puisse marquer ce français d'une altérité, utiliser le français à sa façon et à la façon d'une autre communauté humaine, et qui ne soit pas discriminé pour autant, qu'on accepte cette façon-là de faire, pour autant que ça permette la relation, l'interaction, la construction de significations partagées. Évidemment, ça touche à la question des normes, ça touche à la question des discriminations, donc ça touche à des questions qui sont idéologiques et politiques. Et là, du coup, le changement n'est pas gagné parce que nous vivons dans des sociétés, et surtout dans la société française, où les discriminations linguistiques sont considérées comme normales, elles sont même encouragées, où ce que j'appelle la glottophobie n'est pas condamnée par la loi, bien qu'elle le soit par des textes internationaux qui s'appliquent en France mais que personne n'applique, ou rarement, en tout cas pas les institutions. Et donc face à un univers qui considère la discrimination linguistique comme normale et peut-être même comme légitime, il est sans doute difficile d'aller jusqu'au bout de ce qu'une approche interculturelle pourrait nous apporter en termes de transposition didactique dans l'enseignement-apprentissage des langues, parce que on va se heurter à des résistances autour d'un certain nombre de questions de normes linguistiques qui sont des éléments de discrimination linguistique. Enfin, une dernière conséquence sur laquelle je voudrais insister, qu'est-ce que ça peut aussi changer la prise en compte d'une approche interculturelle? Ça peut changer la conscience que nous avons, nous, en tant qu'enseignants, de la modalité d'interaction pédagogique que nous avons avec les apprenants. Après tout, dans une situation de classe,
ce qui est aussi une situation sociale, même si elle a des spécificités fortes, on est engagé dans de la communication, dans des interactions et dans des relations altéritaires. Et si on est bien conscient des enjeux interculturels, ça nous invite aussi finalement à avoir nous-mêmes dans notre propre comportement langagier, dans notre propre comportement relationnel avec les apprenants, comme avec tout être humain, une vigilance interculturelle, et donc il faudrait qu'on ait une cohérence, certains diraient même une congruence, c'est-à-dire qu'on mette en œuvre ce à quoi on forme les gens, et donc qu'on soit soi-même attentif à mettre en œuvre, en gros, ce qu'on pourrait appeler une éthique de la relation à l'autre, une éthique de la relation à l'altérité, vis-à-vis de nos propres apprenants, de telle sorte que on fasse ce qu'on dise, ce qui n'est pas si évident que ça. Hein. C'est un objectif un peu idéal, mais si on ne se donne pas des objectifs un peu idéaux, on n'avance pas. Parce que des travaux ont montré, et je terminerai par ça, que finalement dans les relations d'enseignement-apprentissage se posent aussi beaucoup de problèmes interculturels et qu'il est très fréquent qu'il y ait des mécompréhensions qui dérivent en tension, voire en conflit, entre enseignants et apprenants, entre apprenants entre eux, etc., etc., qu'on peut analyser, interpréter comme étant des problèmes de type interculturel et que du coup, on pourrait peut-être réguler, améliorer en utilisant cette méthode de la relation interculturelle qui consiste à métacommuniquer, à être attentif, vigilant à la non-universalité de nos modalités de fonctionnement culturel, langagier, etc., sociaux, et d'être attentif aux projections de stéréotypes, enfin à toute une série de choses que vous connaissez déjà et qui sont les points d'intervention dans les formations à l'interculturel. Et je crois que ce serait peut-être finalement une bonne façon de commencer que de se dire qu'on va essayer de le mettre en œuvre soi-même. Probablement qu'un certain nombre d'entre nous ici essayent déjà de le faire, mais bon, chacun fait de son mieux, on n'y arrive pas toujours très bien. Que chacun d'entre nous, on essaye de mettre en œuvre cette approche-là, cette vigilance, cette façon d'être en relation avec les autres dans nos altérités, parce que petit à petit, ça pourrait devenir, en étant à la fois la forme de la situation de communication didactique, ça pourrait devenir d'une certaine façon l'objet de la situation d'enseignement-apprentissage didactique, et du coup on pourrait remonter le fil et transformer progressivement ce qu'on enseigne, ce que les gens apprennent, comment on le leur enseigne, comment ils l'apprennent et comment on est ensemble. Donc voilà, je crois, ce que pourrait changer assez radicalement quand même, vous le voyez, l'adoption d'une approche interculturelle dans l'enseignement-apprentissage des langues et des cultures. Mais ça remet beaucoup de choses en question, ça remet en question notre vision de ce que sont les langues, les cultures, leur apprentissage et les relations que ça permet de tisser entre les gens. Mais finalement, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous donne des défis, ça nous donne des enjeux autres que ce que personnellement je trouve finalement assez rasoir, l'apprentissage d'une caisse à outils linguistique. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel elle est dans l'humain, elle est dans le social. Et finalement, je crois que c'est en privilégiant l'humain et le social qu'on développera des compétences, des ressources, qu'on interviendra vraiment et que finalement on remplira au mieux notre mission. Voilà, je pense que j'ai à peu près utilisé le temps qui m'était imparti. Je suis désolé parce que du coup, j'ai peut-être réussi à susciter quelques interrogations et je ne vais pas pouvoir y répondre maintenant, mais on va pouvoir imaginer des modalités d'échanges complémentaires, asynchrones, comme disent les spécialistes, mais des échanges quand même. Merci et bon colloque.